Donc là, ce soir, vous êtes à une conférence gesticulée. Est-ce que vous savez tous ce que c'est? Ok, alors je vais vous faire un point assez rapide là-dessus. Le principe d'une conférence gesticulée, c'est qu'on a une personne qui a travaillé pendant 1 an, 2 ans, 5, 10, 20 ans, 25 ans même parfois, dans un domaine bien précis. Et cette personne, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par rapport à ça, elle a développé un certain nombre de savoirs. Alors, on fait souvent une comparaison entre les savoirs chauds et les savoirs froids. Les savoirs chauds, c'est tout ce que vous allez apprendre par de votre propre chef. Vous allez découvrir des analyses, vous allez faire des constats sur la société. Et d'autre part, vous avez les savoirs froids. Là, c'est tous les savoirs universitaires qu'on vous a donnés, qu'on vous a transmis. Donc le principe d'une conférence gesticulée, c'est d'allier ces deux modes de savoir autour de... Comment on pourrait appeler ça? Une sorte de mise en théâtre, de théâtralisation des savoirs. Ok. Donc voilà, vous avez savoir chaud d'un côté, savoir froid de l'autre, avec une mise en théâtre, et donc des savoirs qui passent effectivement de la personne qui fait la conférence vers vous. Alors là, maintenant, ce que vous allez voir, c'est Claire Caron, qui, elle, a été conseillère d'orientation pendant 25 ans, pour le coup, et autour à la fois de l'école, et également dans les métiers professionnels. Donc sur les réorientations qu'on peut avoir dans les métiers. On organise des conférences, là on en a une qui va arriver sur le 30, donc c'est Maxime Mariette qui a une conférence, lui est prof de philo, et c'est autour des trains. Sa conférence s'appelle Transclasse Express, il y a des affiches qui sont dans la salle. Et donc là, à la fin de cette conférence de Claire, il y aura un temps d'échange, donc on vous laissera 5 minutes de pause, le temps d'aller prendre l'air, fumer une clope. Et puis ensuite, il y aura un échange possible avec elle si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas forcément compris, vous voulez plus de billes pour creuser certaines questions, elle sera un plaisir de vous présenter ça. Voilà. Et bien écoutez, on peut applaudir bien fort Claire qui va arriver sur ça. Bonjour. 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 Bah, vous me reconnaissez? Madame Lucillo, la conseillère d'orientation. Votre recherche de contrat d'apprentissage. La dame de la chambre des métiers. Votre premier contrat aidé. La dame de la mission locale. Votre dernier licenciement. La dame de Pôle emploi. Votre prochain licenciement. La dame de la cellule de reconversion. Bon, moi vous ne me l'avez jamais demandé. Mais mon métier c'est conseillère. Alors ouais. Alors c'est conseillère et c'est la fiche 128 cas du répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Le ROM. 2000 métiers. 2000 métiers qui attendent que vous. Alors, je vous rassure, les filles n'en prennent que 500. Les messieurs ont 2000 métiers à découvrir. Ahmed, tu voulais me dire quelque chose? Ouais, je crois que ton micro il est pas connecté. Si, je suis branché moi. Alors ça doit venir de là. Désolé, hein, c'est censé... Hop, hop, hop. C'est le... Plus de piles? À toi, plus de piles? Ah, j'en ai. On les a achetés. Parce que là, je suis... Attention de moi. Là, je suis... On va continuer comme ça. Vous m'entendez? Oui. 2000 métiers. Les filles en prennent que 500. Voilà. Bon, déjà, ça fait moins gros, quoi. Ce qui est sympa avec ce répertoire opérationnel des métiers et des emplois, c'est que ça nous permet de faire des grosses blagues avec les copines. Genre, toutes les villes mènent à Rome, on irait bien à Rome, voilà. Moi, je vous incite à le lire. Alors maintenant, il est sur le net. Vous pouvez le trouver, c'est assez facile. Vous tapez fiche métier Rome et éclatez-vous.
à aller voir ces 2000 métiers. Alors, on parle bien de métier, hein. Pas de fonction, pas de poste. Cuisinier, c'est un métier. On est tous bien d'accord qu'il y a une différence entre un pizzaiolo, un cuisinier de gastro, un cuisinier de collectivité. Tu m'entends là? Ouais. Alors, 2000 métiers. Bon. Moi, vous ne me l'avez jamais demandé, mais ce métier de conseillère, je l'ai exercé dans plein de structures différentes. Alors, c'est là qu'on m'a donné des noms différents. On m'a appelée conseillère d'orientation psychologue dans l'éducation nationale. On m'a appelée conseillère emploi-formation dans les missions locales. On m'a appelée psychologue du travail à la chambre de métier. Conseillère emploi-formation insertion. Tout ça, c'est le même métier. Après, ça sert simplement à nos structures à marquer leur territoire. On est un petit peu leur panneau d'affichage. Mais c'est les mêmes compétences. Et moi, ça fait tellement longtemps que je vous connais. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille ensemble, que j'avais 2-3 trucs à vous dire parce que des fois, entre nous, ça craque, ça croque, ça passe pas. Et puis, des fois, il y a un truc magnifique qui se passe, qu'on appelle l'alliance. Et je veux aussi vous raconter ça, à ce moment-là. Alors, la première fois que je vous ai rencontré, avant que je commence même à travailler, je me suis dit, ces gens-là, il faut que je leur explique 2-3 petits trucs importants. On va commencer par 2 notions de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bagage. Un sac de voyage, un bagage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une valise. Voilà. Vous avez 2 concepts clés. Une fois que vous les maîtrisez, il y en a qui ont des bagages et d'autres qui traînent des valises. Une fois que ces 2 concepts-là, vous les avez bien en main, grosso modo, vous avez déjà de quoi faire votre boulot. Il y a 2 autres trucs que je veux vous dire. 2 choses que régulièrement, vous essayez de me coincer avec et que je ne fais pas. Et que aucun conseiller ne fait. La première chose, c'est quand vous nous demandez d'exaucer votre impérieux appel qu'on nomme la vocation. Alors oui, s'orienter, c'est chercher son orient, étymologiquement. De là à avoir des références judéo-chrétiennes et aller jusqu'à la vocation, moi je trouve que vous poussez un peu. Surtout que des fois, ça donne ça, quoi. Alors, il y a ceux qui ont la vocation, puis ceux qui nous disent... Alors, on essaie de faire venir la vocation. 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 Alors, pour mon jeune public, j'essaie de faire poule d'art. Vocation. Ramasseur d'animaux morts. Le dernier à avoir exercé, il a arrêté en 1845. Je ne sais pas si c'est un métier d'avenir. Essaye encore. Vocation. Porteur d'eau. Porteur d'eau, tu as fait un voyage en Inde, tu as vu des porteurs d'eau, tu penses qu'il y a un créneau à prendre en France. Plombier. Je ne sais pas si on va trouver un CAP. Allez, vas-y. Vocation. Nabila. Nabila, mais c'est pas un métier, ça, Nabila. Voilà, ça c'est du vécu. C'est des choses sur lesquelles vous nous emmenez des fois, pour notre plus grande joie et parfois notre plus grand chagrin. Mais ça, on ne fait pas. Je veux dire, susciter chez vous des vocations, c'est pas notre taf. L'autre chose qu'on ne fait pas non plus, c'est quand vous venez nous voir et que vous nous dites dites-moi, vous, madame, qu'est-ce que je dois faire plus tard ? Oh, mais j'en sais rien, moi. Rien. Enfin, moi, des conseils, je peux en donner sur la culture des tomates, sur la cuisine. Mais moi, mon boulot, c'est pas de donner des conseils. Moi, je tiens
conseil. Et c'est complètement différent. L'acteur, c'est vous. Moi, je suis garant de la forme. Et vous, vous êtes garant du fond. Moi, je vous apprends à faire un choix. Et vous, vous faites un choix. Alors après, la demande d'insertion, la demande de solution, elle est légitime. Hein. Un monde complexe, mouvant, des formations opaques, des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, un greenwashing qui nous repeint en vert les maçons, les plombiers, voire même les professeurs. Cette demande d'insertion, elle est malgré tout inconfortable. Et pour la personne qui en est l'objet, et pour la structure qui l'accueille. Donc l'insertion, je ne fais pas. L'inclusion, si vous voulez. Mais l'insertion, ce n'est pas mon taf. Voilà, une fois qu'on est bien d'accord sur ces petites notions de vocabulaire, et puis sur les gros écueils qu'on pourrait rencontrer, eh ben, on va passer un moment ensemble pour découvrir qu'est-ce que c'est que ce travail de conseiller, et pourquoi moi j'ai fait une conférence. Parce que ça fait 25 ans que je me bats pour dire que l'orientation, c'est un problème politique et qu'il ne faut pas la laisser à des experts. Alors, la première fois que je vous ai rencontré, vous aviez 16 ans. Vous étiez un jeune homme. Et une question qu'on pose régulièrement en début d'entretien qui nous permet non seulement de faire connaissance, mais aussi de voir comment vous rangez les informations. Cette question, c'est: dites-moi tout ce que vous savez sur vous. Et ce garçon, il m'a chanté ça. Alors j'ai un technicien son. Vous vous rappelez de ça? Bon, ça marque sa conseillère, ça a facilement 30 ans. Hein. Je te donne tout ce que je sais, tout ce que je vaux, toutes mes différences. Il avait trouvé des mots qui n'étaient pas les siens, mais qu'il avait portés. Et, ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je ne suis pas que conseillère. Alors, je suis une mère de famille, je suis une femme, je suis une militante politique. J'habite en zone rurale. Alors, très rapidement, parce que là, je ne suis pas sur mon territoire, donc la zone rurale, chez moi, on est 6 habitants au kilomètre carré. C'est quand vous voulez, on mène des actions, pourquoi pas vous demain, en territoire rural. Voilà. J'habite en Ardèche. J'élève des lapins, des poules, je suis autosuffisante alimentaire. Et je vis dans une comédie musicale. En permanence, j'ai une bande-son. Alors, j'ai des chansons pour mes copines, j'ai des chansons pour mes enfants, j'ai des chansons pour aimer, j'ai des chansons pour arrêter d'aimer. Et tout d'un coup, ce jeune homme, il me renvoie ça. Il me chante quelque chose. Et c'est là que j'étais accrochée. C'est là que je me suis dit, mais en fin de compte, eux aussi, c'est des danseurs. Eux aussi, ils ont une petite musique dans la tête. Et en fin de compte, depuis 25 ans, je fais que ça. Danser avec vous. Écouter votre petite musique intérieure. Alors vous dansez pas tous pareil. Hein. Il y a ceux qui nous font du tango. C'est lent, vite, vite, lent. Lent, vite, vite, lent. Il y a ceux qui nous fatiguent un peu avec des valses à tourner dans tous les sens et puis à recommencer à tourner. Il y a ceux qui savent faire un choix qu'en collectif et qui nous font du trad à longueur de temps. Ils ne sont jamais assez nombreux sur les projets. Il faut toujours que ça soit plus. Et puis il y a ceux qui se démènent tout seuls dans leur coin sur un breakdance effréné. Voilà, tous ces danseurs-là, je les ai rencontrés. Alors ça a commencé première fois qu'on s'est vus, vous étiez au collège. Ouais, ça, un public doit avoir ce souvenir-là. Alors, conseiller d'orientation au collège, à un plein temps, c'est 3000 élèves. Donc j'ai fait le calcul, ça fait 6 minutes et demie par élève. Si vous enlevez, sans compter, tous les temps de concertation, les moments où on rencontre vos parents, les réunions avec les profs, les conseils de classe, etc. etc. Si on n'avait pas tout ça, on pourrait passer 6 minutes et demie avec chacun d'entre vous. Vous dire que c'est un peu compliqué quand même.
Donc au collège, il y a un moment un peu charnière de l'orientation qui se situe en février. C'est ce qu'on appelle la concertation active. Est-ce que certains d'entre vous ont des souvenirs de ça? Donc la concertation active, c'est un moment où vous, élèves, avec vos parents, vous allez rencontrer l'éducation nationale ou ses représentants et formuler des choix d'orientation. Moi, très souvent, conseiller d'orientation, c'est la première fois que je vous rencontre. Bah ouais, parce que depuis 5 ans, mes missions, elles ont évolué. Moi, maintenant, je ne m'occupe exclusivement que des élèves porteurs d'un handicap, des primo-arrivants et des décrocheurs scolaires. C'est-à-dire que l'élève tout venant, vous, vos enfants, je ne le vois pas. Mais je suis quand même présente à la concertation active. Et ça donne à peu près ça, la concertation active. À ma droite, 210 kilos d'éducation nationale. Un chef d'établissement, un professeur principal, une conseillère d'orientation, parce que très souvent, ce sont des femmes. À ma gauche, tout mouillé, 45 kilos, l'élève. Dans les cordes, tremblant, prêt à bondir, les parents. Les parents, ça fait 3 mois qu'ils se prennent le chou avec leur ado en se disant « Mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard ?» Il a 14 ans. « Mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard ?» Il a 14 ans. La pression qu'on leur met aux parents, pression sociale, hein, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il a 14 ans. Pression de l'éducation nationale. Il faut absolument faire des vœux à la fin de l'année. Il doit savoir ce qu'il veut faire. Il a 14 ans. Alors l'élève, il n'est pas contre. Hein. Bon, déjà, il est venu. En même temps, ce n'est pas trop son problème. C'est celui de ses parents et des profs. Alors, au cours de cette rencontre, nos échanges vont être très différents en fonction de votre parcours scolaire et votre positionnement scolaire. Si vous avez été un bon élève, ou un élève intégré, comme on dit, ça va être un moment de congratulation mutuelle. Vous avez été de bons enseignants, tu as été un bon élève, voilà. Et ça dure 20 minutes. Pas de pression au choix, pas d'injonction au choix pour le bon élève. Lui, on reconnaît qu'il a 14 ans. Par contre, si vous avez des difficultés d'apprentissage, si vous n'avez pas su intégrer les codes de l'école, si vous rencontrez des difficultés sociales, si vous avez décidé que l'adolescence, ça serait une guerre, alors là, oui. Là, il y a injonction. Là, il y a pression. Et tout au long de votre vie, on va retrouver cette même dichotomie. Les brillants, les nantis, les riches, aucune injonction au choix. Ceux qui sont en galère, les pauvres, les peu qualifiés, injonction au choix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité à élaborer un choix est une capacité complexe, cognitivement, intellectuellement et affectivement. Hein, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais, ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'à 14 ans, on n'a pas cette capacité-là. C'est une capacité qui... Voilà, alors c'est des moyennes, mais c'est une capacité qui apparaît à peu près vers 16 ans, on va dire. Et encore, il y en a qui vont l'acquérir à 20 ans. Donc cette injonction, cette violence éducative qui a lieu sur les plus fragiles d'entre nous, moi je l'ai vécue tout au long de ces concertations actives. Et je me souviens aussi d'une autre anecdote, une jeune fille très bien intégrée socialement, plutôt performante, qui, lors de cette concertation active, émet le souhait de poursuivre en filière générale pour plus tard faire médecine. À ce moment-là, elle est coupée par sa maman qui dit médecine, ça ne va pas être facile pour qu'elle élève ses enfants, il faudrait peut-être mieux qu'elle fasse aide-soignante. Moi, mon genre, je l'ai pris dans la gueule à peu près à cet âge-là. J'avais 16 ans. À l'époque, j'étais normande, j'habitais en Normandie, à Cherbourg.
C'est juste avant l'Angleterre. De 14 à 16 ans, j'ai, comme boulot d'été, voilà, j'ai fait des marées. J'étais sur un caseilleur. Un caseilleur, c'est un bateau de pêche qui, à l'aide de casiers, pêche des crustacés. Les crustacés sont des crabes. Je ne sais pas jusqu'il faut que j'aille dans le détail. Bon, donc voilà, j'étais mousse. Le mousse, c'est celui qui lave le bateau, qui fait le café, qui sort les appâts, ce qu'on appelle le béton, et qui met le béton dans le casier avant que les matelots le remettent à l'eau. Avec ma copine Aline, ça faisait donc saison d'hiver et saison d'été. 2 ans qu'on faisait ça, et cette année-là, on reva voir le marin pêcheur, le patron pêcheur qui nous employait. Et cette année-là, il nous a regardés. Pas de fille dans le bateau. Voilà. En 5 secondes, je n'étais plus la même. En 5 secondes, la vie que je pouvais avoir avant, elle n'existait plus. En 5 secondes, j'étais devenue quelqu'un qui n'aurait pas le droit de tout faire. J'adorais ça. Partir à 3 heures du mat, voir le soleil se lever. Ce roulis qu'on a dans les jambes et le vent qui tape. La pluie, parce que bon, on est au mois d'août quand même, en Normandie. Et puis le silence, les matelots qui finissent leur nuit dans les cordages. Et puis tout d'un coup, on est sur zone de pêche. Et là, il n'y a pas eu un mot qui a été prononcé. Et vous avez 7 matelots qui sont sur le pont. Et ça va vite, très vite. Et tout d'un coup, la pêche est là, toute versée. Et cette fierté quand on revient au port et qu'on pose ces caisses plastiques pleines et que c'est la débarque. Et à la débarque, les gens qui viennent et qui sont heureux de ce que vous leur avez ramené. J'ai adoré ça. Et donc après, j'ai été fille de salle dans un hôpital. Parce que là, c'était ma place. J'avais le droit d'être fille de salle. Alors, toutes ces petites histoires d'orientation que j'ai vécues avec vous, à travers vos vies aussi, je me suis dit à un moment donné, ils vont comprendre que c'est politique. Ils vont comprendre. Enfin, le général de Gaulle, c'est peut-être le seul qui a eu vraiment le courage d'afficher que c'était politique. Le général de Gaulle, en 1956, il avait confié l'orientation pas à l'Éducation nationale, pas au ministère du Travail, pas à la cohésion sociale. Non. Il avait confié la question de l'orientation au ministère de l'Intérieur. Alors depuis, on oscille sur différents ministères. Ce qu'on sait au niveau de notre histoire, c'est que 1985 a été une année charnière, où là, tout a basculé. Alors, 85, ceux qui étaient nés lèvent le doigt. Ah oui. Donc, 85, donc c'est une année où il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes dans les banlieues. Des émeutes assez importantes. Enfin, assez importantes. En tout cas, importantes pour qu'elles soient inscrites au niveau de l'histoire. Et importantes pour nous, conseillers d'orientation. Parce que jusqu'à cette année-là, nous, notre travail, c'était de permettre à des gens de se former et de s'éduquer. À partir de 85, nous devons les préparer à l'insertion et à l'emploi. C'est cette année-là qu'on voit la scission se faire entre une orientation qui est libre au choix de l'élève sur une montée en savoir et en compétences et une orientation qui va être une sanction d'insertion. Et pourtant, cette année-là, en 85, il n'y a pas eu un CIO de brûlé. Il n'y a pas eu une école de brûlé. Les jeunes qui étaient impliqués dans les mouvements, ils ont brûlé des bâtiments du service public, la poste, la CAF, des commissariats. Mais pas une école et pas un CIO. Bon, alors c'est quand même nous qui récupérons ce bébé-là, quoi. Alors, ce qu'il y a de bien au collège, c'est qu'à partir du collège, vous allez recevoir ceci. Alors là, c'est celui du bac, hein, mais vous en avez pour toutes les filières, tous les niveaux d'études,
toutes les sections, vous en avez par activité, par secteur de métier, par branche professionnelle. Voilà. Donc pour les parents, c'est un document que vous retrouvez en bouchon au fond du cartable 3 semaines après sa distribution, classiquement. Hein. Et là, c'est un document très intéressant puisque c'est un document qui est fait par l'ONICEP. L'ONICEP, c'est un service public de l'orientation. D'accord ? C'est les collègues qui sont chargés de recenser toute l'information qui va servir à l'orientation en termes de référencement des établissements, des filières, des métiers, etc. etc. Mais c'est une fonction publique deuxième génération. C'est une fonction publique qui doit s'autofinancer. Voilà, le concept est intéressant. Vous en parlerez donc aux infirmières, aux profs. Hein. Les profs, vous pourrez mettre une petite boîte à la fin de la conf pour ramasser 2-3 sous si vous voulez. L'ONICEP s'autofinance en vendant des pages. C'est pour ça que dans l'ONICEP, vous avez de superbes formats A4 couleurs sur de l'enseignement privé et imbitable écrit en tout petit avec des abréviations pour gagner de la place, l'enseignement public. C'est vrai que, bon, imaginez, vous avez 14 ans. Vous préférez ça ou ça? Vous êtes parent, vous vous sentez plus sécurisé par ça ou ça? Voilà, ça va très très vite. Et encore, il y a aussi l'entre-soi de l'information. Si vous êtes abonné au monde de l'éducation ou à l'étudiant, vous saurez non seulement dans quel établissement aller, mais dans quelle section et avec quel enseignant. Cette inégalité de l'accès à l'information, c'est le premier écueil de l'orientation. Et le numérique n'a rien résolu. J'y ai cru aussi, moi. Hein. Quand je l'ai vu arriver en 90, je me suis dit, on va vraiment démocratiser l'information, quoi. Non. Non, parce qu'en fin de compte, derrière l'information, il y a les critères que tu mets en place pour rechercher l'information. Et ces critères-là, s'ils n'ont pas bougé, tu auras beau avoir toute l'information disponible en un clic, tu n'iras pas la chercher, donc tu ne la trouveras pas. C'est parce que l'orientation, ça repose sur quelque chose qu'on appelle les représentations. Les représentations de soi et les représentations du monde. Or, une représentation, ça se construit tout petit, tout petit, tout petit, à travers le jeu. Les enfants qui ne jouent pas ne construisent pas de représentation. Puis après, ces représentations, elles s'agglomèrent, elles se construisent en intérêt, en valeurs, voilà. En stéréotypes aussi. Ça leur arrive des fois. Les stéréotypes, c'est des pensées qui empêchent de penser. C'est les femmes sont nulles au volant, une femme ne peut pas être grutier. Voilà, voilà, ça c'est un stéréotype. Et quand vous allez aller chercher l'information, vous allez aller la chercher à partir de ce que vous avez comme représentation. C'est comme quand vous faites un test. Vous savez, les tests d'intérêt, les bilans de compétences. C'est des trucs où, en fin de compte, vous n'allez mettre que ce que vous êtes. C'est-à-dire que si tout vous intéresse, parce que vous êtes dans une phase où vous êtes ce qu'on appelle, nous, en exploration, eh ben, on aura un résultat de test qui marquera que rien ne vous intéresse. C'est ça qui est beau. Alors au collège, avec, grâce à ces outils-là et puis quelques-uns d'autres, moi quand je suis arrivée au collège, je me suis dit, ah, allez, 1000 élèves, ils sont à moi. Je vais leur apprendre à faire un choix. Très rapidement, j'ai déchanté. Hein, charge de travail, peu de temps, les missions données par l'institution. Mais quand même, voilà, j'en avais réuni une trentaine, ceux qui étaient le plus en difficulté, et ensemble, on a travaillé. Ensemble, on a appris à serrer l'information, à la critiquer, à aller la chercher, à la comparer. Et puis, on a réfléchi sur nous, sur ce qui nous entourait, sur pourquoi on en était là. On a fait un travail d'émancipation. Et à la fin de l'année, j'étais chaud bouillante avec mon crayon. Je me disais, ça y est, carnet, c'est moi, je vais écrire. Les profs m'ont vu arriver, ils m'ont dit, mais non, la COP, toi, t'as fini, là.
Oui, surtout que je ne vous ai pas dit aussi. COP, conseiller d'orientation psychologue. Avant, on n'était que conseiller d'orientation. Le P de psychologue qui nous permet d'être des COP, il date aussi de 85. Donc, la COP, t'as fini? Je dis, ben non, attends, je commence là. On est le 25 juin, c'est maintenant. Ben non, on n'a plus rien à faire. Enfin, ce qui va faire l'orientation, c'est un logiciel. Non. Bah si, il s'appelle Affelnet. Non. Bah si, et on rentre les notes. Enfin, pas toutes les notes. Hein. Par exemple, musique, danse, gym, tout ça, on rentre pas. Hein. On rentre les langues, les maths, le français, l'histoire géo, un petit peu l'histoire géo. Et puis de toute façon, bon, c'est pondéré aussi. Hein. Et non, le logarithme, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que nos enfants sont passés à la moulinette, mais on ne connaît pas la moulinette. Ah, je dis non, quand même pas. Eh mais si. Affelnet est mis en place depuis un peu plus de 15 ans. Le logarithme n'est toujours pas disponible. On le verra avec APB en fin de terminale. La même chose, APB, logiciel, logarithme. Logarithme non accessible. Les syndicats étudiants ont réussi, à force de bataille, à faire céder le ministère de l'Éducation nationale qui a fini par en lâcher, enfin qui devait en lâcher normalement la trame, quoi. Les syndicats étudiants ont, pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, les syndicats étudiants ont reçu une partie du logarithme sous format papier. Non mais je rigole pas, quoi. Le ministère leur a envoyé un logarithme sous format papier. Ça va faire un peu plus d'un an et 12 mois maintenant, 1 an et 2 mois, qu'on a des militants étudiants qui sont en train de recopier des lignes de code pour essayer de comprendre ce logarithme. Alors, ce qu'on sait avec Affelnet, maintenant, là, ça s'est un peu accru, puisque avant on vous demandait 3 ou 4 vœux, maintenant, on vous en demande 12. À partir de la rentrée prochaine, ça sera 12 vœux. Vous repensez, hein, l'autre 14 ans, 45 kilos. Hein. 12 vœux. Et moi, j'ai toujours pas d'heure pour bosser avec eux. Donc, ça va être les parents. Oui, alors, parce que bon, dans les textes, les profs sont impliqués. Mais alors, je vous rassure, ils n'ont pas été formés et ils n'ont pas le temps. Donc, grosso modo, c'est les parents. Alors là, bon, moi, ça monte un peu parce que les parents aussi, enfin, je vais vous le dire franchement, quoi, mais il y a un moment donné, vous avez quand même déraillé, quoi. Il y a 4 ans, vous avez demandé à être les seuls responsables de l'orientation de vos gamins. Et vous l'avez obtenu. On ne rentrera pas dans les détails, vous comprendrez politiquement pourquoi vous l'avez obtenu, j'espère. Et bien maintenant, vous êtes tout seul. Voilà. Vous êtes tout seul le jour où votre gamin ne voudra plus aller à l'école. Vous êtes tout seul le jour où il sera en échec. Vous êtes tout seul le jour où la section qu'il a commencé fermera. Vous êtes tout seul où on vous annoncera que, en fin de compte, il a été pris dans cette section-là, mais il va être en évacué. Il va en être évacué parce qu'il n'est pas assez performant. Vous êtes tout seul parce que maintenant, c'est dans les textes. Vous êtes responsable de l'orientation de vos enfants. Avant, cette orientation, c'était une orientation partagée. Il y avait moi, il y avait les profs, j'avais l'établissement, vous, lui. Maintenant, c'est vous. Je ne comprends même pas qu'à un moment, vous ayez mené ce combat. À part ça, je vous aime bien, les profs, les parents d'élèves. Vous êtes des gens qui m'ont énormément raconté de choses sur votre vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez me dire, mais bon, son boulot, il disparaît. Voilà, il y en a plein d'autres, quoi. Ouais, ben mon boulot, il disparaît. Comme va sûrement disparaître le boulot de prof. Comme a déjà commencé à disparaître le boulot de prof. Parce qu'il y a des gens qui ont très très bien compris que le boulot de l'orientateur, puisque c'est comme ça que certains nous appellent, ça valait un monceau de fric. Donc ça, c'est une page de journal. Vous allez en trouver partout.
des officines privées qui se montent partout sur l'orientation. C'est 500 €, 2 entretiens, un test. Vous avez la même chose gratuitement dans n'importe quel CIO. Non, je suis bête. Vous aviez la même chose dans n'importe quel CIO, puisque les CIO, nous étions 900 il y a 10 ans. Nous sommes un peu moins de 600 actuellement. L'objectif, c'est de les faire passer à 300. Par contre, là, le service orientation d'Academia, 200% de croissance tous les ans. Chez nous, enfin, dans la ville, la plus grosse ville d'Ardèche, que voilà, vous connaissez tous, hein, qui s'appelle Annonay. À Annonay, donc 15 000 habitants, à Annonay, la personne d'Academia, donc il n'y a plus de CIO, la personne d'Academia qui fait le conseiller d'orientation est une ancienne prof de maths, au demeurant fort sympathique, mais qui n'a ni connaissance en sociologie, en psychologie de l'orientation, en éducation, et surtout qui n'a pas d'informations sur les filières et les métiers. Le Monde, le journal Le Monde, le groupe Le Monde, nous ont ouvert la plateforme O21. C'est gratuit, comme les MOOC, vous savez, les trucs pour se former à distance. C'est gratuit, ils se font leur beurre sur les données que vous leur lâchez. Vos données valent de l'or. Voilà. La région Rhône-Alpes finance un autre site qui s'appelle Orientaxel. Ce site-là absorbe 70% des financements qui étaient alloués à l'orientation. Donc l'argent, il est toujours là, hein, et juste, il n'est plus dans les mêmes, plus sur le même type de prestations. Ce qui est bien quand tu bosses en orientation, c'est que tu as une arme. Alors, j'essaie de vous en choisir un qui est écrit en gros, mais... Alors là, que tu sois conseillère d'orientation psychologue, à la mission locale, à Pôle emploi, en cellule de reconversion, tu as les taux de pression. C'est beau ça, hein? Grosso modo, les taux de pression, c'est suivant les métiers ou les filières de formation, les plus demandés. Donc, les grandes barres, il y a beaucoup de gens qui les demandent. Les petites barres, il y a peu de gens qui les demandent. Par exemple, ici, sur le bac pro hygiène-environnement, il y a 0,1 personne pour une place. D'accord? Personne ne veut y aller. C'est vrai que vous connaissez tous le bac pro hygiène et environnement. Par contre, le commerce, bon là c'est commerce, donc il y a 7 personnes qui veulent y aller pour une place. D'accord? Et ça, vous l'avez pour toutes les filières, pour les filières de bac, les filières universitaires, les métiers, les emplois. Ce qui est vachement bien avec les taux de pression, c'est que tu te dis, bon, notre carte de formation, elle est décidée par les régions. C'est les régions qui disent, voilà, nous, en fonction de nos entreprises, en fonction des emplois, des gens qui vont partir à la retraite, on pense qu'il faudrait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est ce qu'on appelle la prospective. Alors la prospective, ça a été inventé pour permettre aux météorologues d'avoir plus raison que les autres. La prospective, ça ne marche pas. On est incapable, concernant l'emploi, de se projeter plus loin que 6 mois. Il y a des métiers qui apparaissent, on n'est pas capable de les anticiper. C'est aussi toute la beauté du truc, quoi. La formation, ça sert justement à rendre des individus autonomes et capables, même s'ils ont été formés en hygiène et sécurité, de pouvoir rebasculer sur un autre type de poste. C'est à ça que ça sert, la formation. On n'est pas sur de l'adéquationnisme. L'adéquationnisme, ça serait de dire, tu as appris ce métier-là, tu vas faire ce métier-là et tu ne sauras faire que ce métier-là. La formation, parce qu'elle vous transforme, vous permet d'aller plus loin que l'instant présent, elle vous amène sur d'autres compétences.
Mais ça, c'est fini. C'est un discours que j'ai plus le droit de tenir. Maintenant, il faut que je parle adéquation. Il y a des parents qui viennent me voir en me disant, on ne sait pas ce qu'il va faire, dans quoi il y a du boulot. Et alors là, j'hésite toujours un peu. Moi, je veux bien. Hein. J'ai fait la recherche pour vous en Île-de-France, enfin à Paris. Alors, le Bureau international du travail, ça fait partie des bons côtés de mon boulot, c'est que je peux dire BIT plusieurs fois dans la phrase. Donc BIT a donc fait une étude qui porte entre 2010 et 2020, plus particulièrement pour l'Île-de-France. Donc, madame, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut que votre fils fasse pour trouver du boulot. Donc, je vous réponds, madame, hein, il faut qu'il travaille dans les banques, les assurances, ou employé de cuisine, ou agent d'entretien. Comment ça lui plaît pas? Ah ben, il faudrait savoir. Vous m'avez demandé où est-ce qu'il y avait du boulot. Moi, je vous dis que jusqu'en 2020, il y a des possibilités pour qu'il y ait plus de postes dans ces matières-là. Comment ça, en 2020, il n'aura pas fini ses études? Ah oui, mais moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. Hein. J'ai arrêté, voilà. Donc oui, s'il veut être cadre dans la banque, donc on compte. Donc là, il est en 3e, donc 4 ans, 5 ans, donc dans 8 ans. Ah ben non. Non, ben je ne peux pas vous le dire. Et puis il y a un autre souci aussi. Si je me mets à faire de l'adéquationnisme, je vous regarde rentrer et je vous dis quoi? Allez, bon, allez, un permis CACES, d'accord. Allez, auxiliaire de vie, d'accord. J'ai 1, 2, 3, 4. Ah, il me faudrait encore un permis CACES, s'il vous plaît. Ben, c'est pas de l'orientation, ça. L'orientation, on est sur la construction d'une capacité à faire des choix. Après, si vous voulez utiliser ce genre de chiffres très tendancieux, vous pouvez. Mais ce n'est pas à moi de vous guider là-dessus, quoi. Ça fait partie des chiffres, vous savez, dont on entend parler, c'est aussi les 15 000 emplois à pourvoir, hein, les emplois cachés, tout ça. Alors, il y en avait un, moi, là où je vis, donc il est resté longtemps à la fiche de Pôle emploi. Donc, il recherchait quelqu'un, 1 heure par semaine, pour mettre en rayon des collants DIM, et il fallait travailler de 4 heures à 5 heures du matin dans une zone commerciale où il n'y avait pas de bus qui roulait à cette heure-là. Ils ont eu personne. Putain, mais les gens ne veulent pas bosser, quoi. Hein, voilà, ça c'est un exemple d'emploi non pourvu. Bon. Tu dis, il n'y a pas déjà une employée dans le magasin qu'on peut lui donner 1 heure de plus non. Alors qu'elles sont toutes sur du temps partiel. Alors, ce document et l'opacité de l'information, moi j'en ai pris conscience. Une dame est venue un jour avec son fils et cette dame avait des difficultés avec le rapport à l'écrit. Voilà, elle me l'a annoncé tout de suite et elle me dit, mais je ne trouve pas menuisier. Oh, menuisier, enfin bon. Menuisier, c'est quand même un métier assez classique, quoi. Dis donc, Corinne, tu sais où ils ont classé les menuisiers, là, cette année? C'est parce qu'avec la dame, on ne les trouve pas non plus, là. Nos formations, elles ne portent plus le nom des métiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les menuisiers, sauf erreur de ma part, actuellement, c'est les bois et matériaux associés. Ou alors, pendant un moment, ça a été bois et matériaux composés. Et sinon, ça peut être aussi bois et structure, opérateur bois. Mais plus personne n'utilise le mot de menuisier. Moi, mon papy, il était menuisier. Il était artisan menuisier en Normandie. Quand il est revenu des camps de prisonniers en 1946, la Normandie était à reconstruire. Donc il a eu du taf, des salariés, 5, qu'il a gardé toute leur carrière. Et mon papy, il avait une formation de menuisier.
Dans la logique actuelle, l'objectif, c'est de casser le diplôme. Donc on a déjà commencé il y a une dizaine d'années par décider qu'on n'appellerait plus les métiers pareils que les diplômes. Ça met un peu de fou, quoi. Mon papy, moi, il construisait des portes, des fenêtres, des planchers, des escaliers et des cercueils. Actuellement, un menuisier qui s'installe ne construit plus de cercueils. C'est la Pologne qui nous fournit nos cercueils. La Pologne et la Tchécoslovaquie, essentiellement. Un menuisier qui s'installe, il ne fait plus non plus nos parquets. C'est l'industrie qui va fabriquer nos parquets. Et le menuisier qui s'installe, il n'a plus le droit de fabriquer ses portes et ses fenêtres. Ça a été une directive européenne en termes de sécurité et d'économie d'énergie. C'est-à-dire que maintenant, les normes qu'on leur demande avec les serrures 3 points, les choses comme ça, leur nécessitent d'avoir un matériel de type industriel que aucun menuisier artisanal ne peut se payer, quoi. Grosso modo, ça veut dire que les jeunes gens qui font de la menuiserie actuellement au lycée professionnel seront poseurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des chantiers, poser des portes, des fenêtres, du plancher, qu'ils n'auront pas construits. Or, quand vous nous parlez de vos intérêts pour le métier de menuisier, vous ne nous parlez pas de la pose. Hein. Vous nous parlez de plan, vous nous parlez de mesure, vous nous parlez de partir d'un morceau de bois brut pour arriver à un escalier, vous nous parlez du plaisir de dessiner les pièces que vous allez construire. Qu'est-ce que je vous dis, moi ? Je vous dis que vous allez passer votre temps dans un camion à poser des trucs. Je vous le dis ou je vous laisse rêver en me disant il aura toujours un bac pro, il en fera toujours quelque chose. Alors après, je me suis dit, bon, tu vois tout en noir, cherche un peu, le menuisier, il est forcément quelque part. Alors, je me suis dit, bah oui, c'est l'industrie maintenant qui l'emploie. Il a dû être récupéré par le système industriel pour fabriquer les portes et les fenêtres, et les planchers, et les cercueils. Et donc, vous pouvez aller voir sur Internet, vous téléchargez la convention collective des métiers de l'industrie et de la fabrication du bois. Et là, vous cherchez les menuisiers. Eh bien, il n'y en a pas. Il y a un poste qui est référencé au niveau BTS bois, qui n'est pas un poste de menuisier, sur un poste d'encadrement. Voilà. Sinon, tous les autres en production, donc vous avez des opérateurs de production, qui sont des ouvriers non qualifiés. Vous avez des ouvriers qualifiés, donc c'est essentiellement de la maintenance de machines numériques, de la conduite de machines numériques. Et vous avez des ouvriers très qualifiés qui, eux, font de la programmation sur les machines numériques. Le métier de menuisier, c'est un des prochains métiers qui va disparaître. C'est grosso modo, voilà, dans une dizaine d'années. Donc il en restera toujours un à la marge pour faire de la rénovation, pour faire du monument historique, pour faire de la maison de quelqu'un qui a plein d'argent et qui veut un plancher à la française. Voilà. Il restera des niches comme ça. Comme ces niches continuent à exister pour les tailleurs, pour les maîtres verriers, pour les chausseurs, voilà. Mais le métier de menuisier tel que mon grand-père l'a exercé, c'est terminé. Enfin, c'est en train de se terminer. Dans la case de cette idée du diplôme, là, il y a la notion de compétence. Maintenant, on n'est plus évalué par rapport à un diplôme ou à un savoir, mais par rapport à des compétences. Alors, les compétences, je vous rappelle la définition, ça ne vaut que par la personne qui l'évalue au moment où c'est évalué. Hein ? Le diplôme, il est évalué par un collectif à partir d'un référentiel. Il vous appartient à vie et il est valable partout. La compétence, mon employeur, par exemple, me reconnaît une compétence en montage et démontage de chaudières électriques. Je change d'entreprise.
mon employeur ne me reconnaît pas la compétence en montage-démontage chaudière électrique et baisse mon salaire en me demandant de démonter et remonter des chaudières électriques. Ça commence très tôt maintenant, les compétences. Ça commence à la maternelle, où les instituts doivent repérer les compétences. Quand je suis arrivée dans un collège, je me suis dit, sur l'orientation quand même, enfin voilà, c'est des gamins entre 11 et 13 ans, et 11 et 15 ans, c'est là qu'il faut que nous, on les prenne, quoi. C'est là qu'il faut qu'on leur apprenne à faire des choix. Avant qu'ils aient à utiliser cette fonction-là, il faut, un peu comme faire du vélo, quoi. Ils l'utiliseront plus tard. Et donc j'ai cherché dans le référentiel de compétences du collège, j'ai tout lu, savoir s'orienter, je dis quand même. Et c'était juste au-dessus de savoir nager. J'étais dans la rubrique activité sportive. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a encore 10 ans, le système scolaire fonctionnait autour d'un objectif ambitieux qui était l'élève au cœur du système scolaire. Bon, ça, c'était ambitieux, donc on a arrêté. Donc maintenant, c'est la valorisation des parcours. Alors, mots que vous allez retrouver, les adultes en insertion, hein, les demandeurs d'emploi, etc., etc. Les parcours. Alors ça, il y en a qui ont bien compris ça, hein, le parcours. Ouais. C'est ce qu'on appelle les décrocheurs. Parcours, vole et ne revient pas. Moi, je suis une maman. Et entre autres, je suis la maman de Nicolas. Nicolas, à l'époque, il a 16 ans. 1m86, 75 kilos. Et Nicolas, il a rencontré cette notion du choix professionnel, la démarche de choix professionnel, par l'autre face. Peut-être que certains d'entre vous l'ont rencontré de ce côté-là aussi. C'est une face qui s'appelle l'ennui. Je m'appelle Slimane, j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Grenoble. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas nul, j'ai fait mes preuves. En avant, c'est moitié plus grand, sur bras, j'ai tatoué une douleur. Je suis pas encore allé dans tôle, pareil que c'est à cause de mon âge. Pareil d'ailleurs, c'est pas pisant, sauter un peu comme dans une cage. Parce que ici, tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue, c'est les vacances. J'ai rien gagné. Putain, 2 ans 2 ans, ils ont laissé mon gamin dans la rue. 2 ans. Il n'y a pas un prof qui a bougé, pas un conseiller, pas un chef d'établissement. Mon gamin, il veut plus y aller. Il veut plus y aller dans votre école. Quoi? Un malade? Des phobies scolaires? J'en ferai pas un malade parce que ça vous arrange. Mon gamin, il veut plus y aller parce que c'est une école de la compète. Mon gamin, il veut plus y aller parce qu'on l'y infantilise. Mon gamin, il veut plus y aller parce que les profs qu'il a, eh ben, il les méprise. Mon gamin, il veut plus y aller. Alors vous me dites quoi? Madame, vous êtes la mère, c'est à vous de le bouger. 1m85, je le plaque par terre, je le mets dans ma bagnole. Vous proposez quoi? Ils sont 10% comme Nicolas. 10% à dire non à notre école. Pour des gens de ma génération, c'est impensable. Dire non à un lieu de savoir, à un lieu de démocratie, à un lieu d'égalité sociale, c'est impossible. Mais moi, l'école que j'ai connue, c'est pas l'école que Nicolas il connaît lui. Dans l'école que vous connaissez maintenant, ou qu'il a connue, un enfant de cadre, de prof, de technicien, a 21 fois plus de chances de poursuivre ses études après le bac qu'un enfant d'ouvrier. Moi, quand j'y étais, c'était 3 fois plus de chances. Maintenant, dans l'école qu'on a tout de suite, 89% des enfants d'ouvriers vont faire un CAP ou un bac pro. Un fils d'ingénieur a 7 fois plus de chances de devenir ingénieur. Alors les décrocheurs, ils sont 10%. Dans ces 10%-là, il y a des élèves comme Nicolas
qui ne rencontrent pas de difficultés particulières, ni sociales, ni scolaires, et qui vont faire le choix de la rupture. Peut-être qu'il a fait ce que j'ai jamais eu le courage de faire. Peut-être qu'il a dit qu'il cautionnait plus. Peut-être parce que, comme tous les autres, il avait compris. Parce que moi, je sais que vous savez, cette reproduction sociale qui est en marche. Parce que vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des tantes. Parce que vous voyez les copains du quartier, ceux qui ont des bacs +5 et qui sont au chômage ou qui font un service civique. Hein. Donc cette reproduction sociale, vous la prenez en plein dans la face. Moi, j'en avais pas, enfin, ouais, en tant que professionnelle, où je voulais pas la voir, où je la voyais pas. Et puis les autres décrocheurs, eh ben, il y a pas mal de dyslexiques, de dysorthophonistes, de 10. Mais enfin là, c'est à l'école de s'en occuper, quoi. S'ils décrochent, c'est parce qu'à un moment donné, l'école, elle a décroché d'abord. Et puis tous ceux qui décrochent parce qu'ils ont des difficultés sociales ou des difficultés d'insertion plus larges. Qui c'est qui a décroché là? Non, ces gamins-là, c'est des symptômes. C'est des symptômes de choses que nous, on a lâchées depuis bien plus longtemps que ça. Alors le gros truc là qui arrive en bout de course, donc c'est de médicaliser, hein. C'est phobie scolaire. Voilà. Bon, petit cachet, ça ira mieux. La phobie scolaire, ça existe. Voilà. Sur les décrocheurs, ça concerne 0,6% des décrocheurs. Alors j'ai continué à bosser. Je suis arrivée en lycée. Et là, en lycée, je me suis dit, bon, alors là, ça y est, tout marche, ils peuvent anticiper, se projeter, serrer de l'information, classer. Donc, on va pouvoir monter des actions d'éducation au choix ou de développement vocationnel, puisque c'est ça les termes, quoi. Et là, on m'a arrêté tout de suite. On m'a dit, non, c'est pas la peine, tu commences pas. De toute façon, à la fin de la terminale, c'est de nouveau un logiciel qui s'appelle donc APB, enfin, qui s'appelait, parce que là, il y a des questions qui disparaissent, vous avez entendu, qui s'appelle APB et qui va faire le tri. Alors, APB, même chose, on ne connaît pas l'algorithme qui est dessous, on n'arrive pas à l'avoir. Le fonctionnement se fait sur les notes, et exclusivement les notes, sauf que on a découvert un truc, c'est pas que sur les notes. Il y a un petit truc qui est rigolo dans APB, c'est que le recteur peut changer l'algorithme à différents moments de la procédure de sélection. Alors, le recteur, il est payé pour que chaque classe, elle ait des élèves, enfin que des profs et des élèves en phase 2, voilà. Et qu'on ne soit pas 90 dans une salle et 2 dans une autre. D'accord? C'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle la gestion des flux. Ne confondez pas gestion des flux et orientation. Donc le recteur, il est payé pour ça. Donc vous allez commencer à remplir APB en janvier. D'accord? Là, le recteur, il regarde ce que ça donne avec son algorithme. Il dit, oh là 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 là, non, non, ça ne va pas le faire, là, ça va embouteiller ici. Hop, on modifie un petit peu l'algorithme. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas plus mal. Voilà. La procédure de sélection continue. Hop, on rectifie un petit peu l'algorithme de façon, à mi-juin, d'arriver à avoir un élève dans chaque classe face à un enseignant. Donc, ça veut dire que moi, comme conseillère, je ne peux même pas vous dire stratégiquement, fais ça ou fais ça. Puisque la règle du jeu, elle va changer en cours de route. Ce qui est intéressant dans APB aussi, c'est que les critères, c'est les notes, mais aussi votre origine géographique. Il y a un truc tout bête, hein. On a remarqué alors il ne faut pas que je me trompe dans les villes, mais vous allez me corriger. À Créteil, il y avait beaucoup d'orientation en fac. Et à l'autre côté, à l'ouest, il y a quoi? Versailles, voilà. Alors, à Versailles, 80% des orientations se font en grandes écoles. Enfin, moi, les gens de Versailles, c'est con, c'est ghetto, quoi. Enfin, faut vraiment faire un truc, quoi. J'ai remarqué, là, j'ai potassé, avant de venir vous voir, j'ai potassé votre secteur géographique. Et il y a un truc rigolo aussi, dans l'ouest parisien, les lycées
ont monté une action spécifique qui n'existe que dans l'Ouest parisien. Il y a un microclimat. C'est une action, ça s'appelle Météore. Et à l'intérieur de la terminale, il y a une prépa aux grandes écoles. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'à Belleville, vous avez Météore? Bah, dans le 93, vous avez Météore? Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'école laïque et égalitaire. Il y a des gens à un moment donné qui ont validé. Hein. Ces gens-là, c'est des politiques. Donc, c'est bien un problème politique. Vous savez, c'est comme les gens qui nous disent oui, ce qui serait bien pour l'orientation, c'est qu'on fasse des forums métiers avec les parents. On inviterait les parents d'élèves et puis comme ça, les enfants pourraient leur poser des questions, les jeunes pourraient leur questions. Voilà. Outils de reproduction sociale, mais plus. Voilà, vous prenez les parents, alors, il faut que je vous dise des choses qui... Peut-être que je vais faire appel à des stéréotypes, je m'en excuse, mais si je vous parle de l'Ardèche, vous n'allez pas trop faire le lien. Donc, si je prends des enfants de La Courneuve, avec des parents de La Courneuve, quelle image de métier les enfants vont avoir? Si je prends des parents et des enfants de Versailles, quelle image de métier les enfants vont avoir? Vous voyez bien qu'on est exactement dans de la reproduction. Ce qui serait intéressant, c'est de demander aux parents de Versailles d'aller à La Courneuve. Voilà. Ça serait éducatif. Et pas de la reproduction. Il se passe des trucs super au niveau de l'orientation. Nous, l'orientation au niveau scolaire, on va mourir. Voilà, on fait partie aussi des métiers qui vont disparaître. C'est enclenché depuis 15 ans, moins de postes en concours, de plus en plus de contractuels, voilà, comme pour les profs, hein, ça va disparaître. Il y a donc tout le secteur marchand qui va venir se faire du fric. Et il y a aussi des endroits de lutte qui sont en train de créer des postes de conseillers d'orientation, en lien avec l'éducation nationale, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait ce pivot-là. Donc ces endroits de lutte, c'est des centres sociaux, c'est des communautés de communes, pour nous, en territoire rural, où il n'y a plus rien. Ça peut être des MJC, c'est parfois des associations de parents. Voilà. Pour que ce conseil, ce tenir conseil avec les jeunes puisse perdurer. À une époque de ma vie, moi, j'ai travaillé pour une société coopérative. Voilà. Où la question du choix, je la travaillais avec des adultes qui étaient des créateurs d'activités économiques. Le mois de l'ESS, mois de novembre, je vais voir le lycée professionnel de mon secteur et je dis au chef d'établissement, ben voilà, gratuitement, le mouvement coopératif, si vous voulez, il vient dans votre établissement présenter ce que c'est qu'une coopérative. Alors moi, j'allais poser des choses simples, hein. Élection du gérant, c'est pas quelqu'un qui s'autoproclame chef, c'est quelqu'un qu'on élit tous les 4 ans. Répartition des bénéfices exclusivement entre les salariés. La règle de une personne, une voix, c'est-à-dire quel que soit ton salaire, ton ancienneté, ton poste, ta fonction, tu as le même pouvoir de décision que tes collègues. Et ce qui est là, franchement communiste, hein, comme base dans le mouvement coopératif, ce qu'on appelle les réserves impartageables, c'est-à-dire qu'il y a forcément au moins 40% des bénéfices qui sont mis dans la SCOP et que personne ne peut prendre, salarié ou pas. La SCOP dont j'ai fait partie, là, tout le monde s'en va, tout le monde fuit l'Ardèche. Vous arrivez, vous rentrez dans la SCOP, vous bossez, elle a un fonds de roulement, elle est saine. C'est ce qu'on appelle les réserves impartageables. Voilà, c'est ces petites choses-là que j'allais dire, moi, tranquillement. Et le chef d'établissement me dit, oui, Madame Caron, vous avez une posture de militante. L'éducation nationale, nous avons une mission d'objectivité. Bon, alors je lui dis, oui, alors peut-être, je me laisse peut-être un peu emporter, tout ça, il y a des trucs auxquels je crois. Oui, et puis après, je me suis posé la question, est-ce que l'école est vraiment
Est-ce que l'école ne devrait pas être pour nos enfants un endroit justement en dehors du travail? Est-ce que c'est éduquer ou former, hein? Quelle est la place de l'école là-dessus, quoi? Voilà, donc bon, pourquoi pas. Et non. 15 jours plus tard, j'ouvre la feuille de chou qui nous sert de journal. Donc chez nous, c'est le Dauphiné libéré. Quart de page. Le lycée de Tournon, action innovante avec le MEDEF. Alors si c'est pas des militants, Et c'est là que j'ai compris un truc. Quand t'es de gauche, t'es militant. Quand t'es de droite, t'es réaliste. Et oui, je comprends mieux maintenant les préfets et sous-préfets me disant « Mais Madame Caron, on ne fait pas de politique. » Le mec, ça fait 1 heure qu'il nous tient un discours politique. Voilà. Toi, tu dis que t'es pas d'accord. Non, c'est toi qui fais de la politique. C'est un peu compliqué, quoi. Et alors, quand je suis allée à la rencontre de votre territoire, j'ai regardé un petit peu comment se passaient vos parcours professionnels, vos scolarités. Voilà. Vous êtes selon. Moi, j'ai pris l'Académie de Paris, parce que j'ai compris que l'Académie de Paris, c'était un morceau de l'Académie de Créteil-Versailles. Voilà. Donc, j'ai pris que l'Académie de Paris. Donc, il y a des trucs que j'ai mieux compris, c'est-à-dire que, grosso modo, tout ce qu'on n'a pas et qui est hyper valorisant, il est chez vous. Et par contre, vous n'avez pas tout ce qui est utile. C'est-à-dire que vous avez les lycées de la mode, les lycées du papier et de la reliure, qui sont quand même pas des métiers très, très porteurs, prestigieux, mais pas très porteurs. Vous avez les lycées des métiers du son, vous avez des lycées professionnels pour les gens qui parallèlement vont faire un parcours sport de hautes études ou musique de hautes études. Enfin, moi, j'en rêve sur mon territoire de ce truc-là. Hein. Quand nous, on a un jeune qui a un double cursus sportif, par exemple, à faire, là, nous, on n'a rien, quoi. Rien. Bon, voilà, vous avez tout ça. En même temps, vous formez combien de boulangers par an? Je sais pas, dites-moi un nombre. 4. Combien de bac pro boulangers vous formez par an? Bac pro, hein. Eh bien, vous en formez 0. En même temps, vous ne formez pas non plus de bouchers. D'où je comprends mieux le nombre de kebabs. Je me disais, mais comment ça se fait qu'ils ont autant de kebabs partout? Mais c'est vrai que si vous n'avez pas ni boucher ni boulanger, vous êtes bien obligé de vous nourrir comme vous pouvez. Hein. C'est parce que nous, en zone rurale, on a encore des boulangers quand même. Hein. C'est très rigolo ça. Vous n'avez pas non plus de formation pour les travaux publics, le secteur des travaux publics. Par contre, parallèle amusant, vous m'avez fait bosser parce qu'en plus, vous êtes enfin, c'est hyper compliqué votre truc, quoi. Un parallèle au niveau des chiffres que j'ai trouvé assez révélateur de votre environnement scolaire et de formation. Sur l'Académie de Paris, vous scolarisez 16 094 élèves en lycée professionnel. Donc vos lycées professionnels sont des lycées professionnels élitistes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à 5 demandes pour une place, on est sur du 300 demandes pour une place. Hein, je pense au Gobelin, l'école Boulle, celle en horticulture aussi, c'est l'école de France pour l'horticulture. Voilà. Les arts de la mode, c'est les plumetiers, les brodeuses qui vont aller travailler après chez les grands couturiers. Les gens qui postulent sur des bacs pro de ces établissements-là, très souvent ont un bac général et refont un bac pro derrière.
On est vraiment sur de la formation d'élite. Hein, donc vous en avez 16 094. Vu la configuration de vos lycées, ils ne viennent pas tous d'ici. C'est un recrutement national. Le lycée de la mode, il y en a un en France. Le lycée du papier et de l'imprimerie, il y en a un en France. C'est vous qui l'avez. Ah, vous les avez tous d'ailleurs. Pour vous, qui ne souhaitez pas rentrer dans une formation élitiste, mais quand même, vous continuez à faire vos études à Paris, vous êtes sauvés puisqu'il y a 6 lycées professionnels vente et commerce et 9 lycées professionnels gestion. Voilà, dont on sait que ce sont des filières qui sont très peu porteuses d'emploi, qui permettent de qualifier les gens, mais qui sont très peu porteuses d'emploi. Par contre, donc voilà, vous formez 16 094 élèves en lycée professionnel. Et parallèlement à ça, vous formez 16 028 élèves de classe prépa. Les classes prépa, c'est les classes qui vont permettre à des élèves de poursuivre leurs écoles sur des formations d'ingénieurs ou assimilés. Alors ça, c'est pas nouveau. Chez moi, le ratio, il est un peu différent. Chez moi, c'est Rhône-Alpes. Donc la Rhône-Alpes, c'est Savoie, Haute-Savoie, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche. Donc territoire plutôt rural. Ouais, beaucoup de saisonniers, beaucoup de métiers du transport. Nous formons 24 boulangers par an et nous formons 3400 ingénieurs. J'étais en Bretagne au festival l'année dernière. On est sur les mêmes chiffres. Le nombre d'ingénieurs, il a été multiplié par 11. 11 en 30 ans. Les écoles d'ingénieurs, il y en a 40% en plus. Alors, je me suis dit, on forme 24 boulangers, 3400 ingénieurs. Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, j'ai plutôt besoin du boulanger que de l'ingénieur. Mais ou alors, c'est qu'on nous cache des trucs et qu'on va tous manger du pain industriel. Ou alors, l'ingénieur qui me vend son pain bio sur le marché, voilà, le boulanger qui me vend son pain bio sur le marché, ben chez moi, il est ingénieur. Et les 2 jeunes qui ont repris la ferme auberge, eh ben, ils sont ingénieurs. Et celui qui s'est installé comme maraîcher, il est ingénieur. Et celui qui a repris l'exploitation de brebis, il est ingénieur. Actuellement, cette profession, c'est jeune, donc c'est à peu près votre 30 d'âge. Il y a un anthropologue américain, celui qui a permis au mouvement Occupy Wall Street, de se mettre en place. J'ai oublié le nom de l'anthropologue. Il y a un journaliste français qui a repris ses travaux et ça s'appelle La révolte des premiers de classe. Si vous avez l'occasion de le lire. L'analyse est un peu sommaire, mais voilà, il permet de déblayer un peu. Il est en train de se passer vraiment quelque chose d'important là. C'est-à-dire que on a identifié ce qu'on appelle des bullshit, des boulots de merde, et des jeunes, jusqu'alors promis un avenir brillant de cadres très supérieurs, se mettent à se repositionner sur des métiers manuels. D'accord ? Pourquoi pas ? Alors moi, je me pose juste deux questions en tant que citoyenne. Mon boulanger, qui me vend son pain bio, je suis super contente pour lui qu'il ait fait une école d'ingénieur. Putain, mais socialement, il m'a coûté une blinde, mon boulanger. Et quand on sait que c'est pas n'importe quel gamin, encore si tous les gamins, tu vois, si on pouvait se dire, allez, ils vont tous faire une école d'ingénieur ou une grande école. Mais non, c'est qu'une toute petite partie de la population qui a la chance d'accéder à ces niveaux-là,
puis après qui aura la chance de la reconversion, parce que la reconversion, il faut du temps, de l'argent, savoir chercher l'info, s'autoriser à. Donc c'est pas n'importe lesquels non plus qui vont avoir. Parce que des bullshit, si vous voulez, il suffit pas de travailler dans une S2I pour en avoir. Vous demandez à l'infirmière, à la postière ou à l'ouvrier du coin, ils en ont aussi des bullshit, quoi. Et alors ce phénomène un petit peu, il est plus marginal maintenant, puisqu'il commence à être repéré en sociologie, par les journaux, des choses comme ça. Il a quelque chose de marrant, c'est qu'en 1968, il y a eu aussi une grosse vague de ce qu'on appelle des projets de rupture, que vous verrez avec Maxime dans 15 jours, puisque Transclasse Express raconte ça, le projet de rupture. Sauf que c'est dans l'autre sens. C'est un gamin de classe populaire qui va faire des études. Et elle est passionnante, sa conf. Donc, nos jeunes, ils s'ennuient au boulot, ça perd de sens, machin. Ils se remettent à faire du travail manuel. D'accord. Bon. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont gardé le même fonctionnement élitiste. C'est-à-dire que, autant en 68, on était sur « je repars à l'usine », je pars au cul des vaches. Voilà. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils ont gardé un fonctionnement très individualiste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche collective. C'est chacun pour soi, chacun sa peau. Dans 90% des cas, suivi par une création d'entreprise, où en fin de compte, ils ne vont pas être fromagers. Ils vont être chefs d'entreprise employant des fromagers. Ou boulangers employant des... Enfin, artisans boulangers employant des boulangers. Voilà. Donc là, on a... Par rapport au modèle de 68, on n'est pas du tout sur le même modèle de rupture. Maintenant, là, on parle plutôt de rupture qui montrait avec la recherche de soi, le bien-être mental, des choses comme ça, quoi. C'est pas du tout une révolution. Ils vont pas changer le monde, quoi. Ils viennent pour eux, pour se sentir bien, et pas du tout pour changer le monde. C'est dommage parce que si eux pouvaient prendre un peu les rênes, on irait un peu plus loin, quoi. Donc je vous le disais, 40% d'ingénieurs en plus. Tout ça, c'est du flanc. Il y a eu une démocratisation du nombre des écoles d'ingénieurs. Beaucoup d'écoles privées. Mais en fin de compte, pas du tout de démocratisation de ce qu'on appelle les grandes écoles. Les ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs lambda, là, qui vont être autour de chez nous, les communes adorent les écoles d'ingénieurs. Les maires, en tout cas chez nous, vous dites à un maire, oh, on va construire une école d'ingénieurs, on va construire un lycée professionnel. Voilà, c'est des trucs... bon. Donc il en fleurit partout, 40% sont privés, les parents sont prêts à payer parce que en tant que parents, on veut le meilleur pour nos gamins. Et le modèle français fait de l'ingénieur quelqu'un qui, de toute façon, s'en sortira toujours. Et c'est vrai que le diplôme protège. Voilà. Il faut savoir qu'en France aussi, maintenant, si vous faites au moins une licence scientifique et qu'après vous allez en master, mais en master de que ce que vous voulez, vous pouvez prétendre au titre d'ingénieur. Par exemple, je sais pas, vous faites une licence en physique et puis un master 2 de géographie, vous êtes ingénieur géographe. Vous faites... voilà. Non, mais la France adore ingénieur. Tout à l'heure, on va parler de la formation pour les adultes et de l'orientation des adultes, mais le slogan maintenant, c'est « Soyez ingénieur de votre avenir ». Les États-Unis viennent de reconnaître le diplôme d'ingénieur français. Jusqu'à maintenant, il était reconnu au niveau licence et depuis cette année, il est reconnu au niveau Bac+5. Donc, on va pouvoir expatrier nos ingénieurs. Parce qu'avec tout ce qu'on forme, ça va être un peu compliqué de les insérer, quoi. Donc les grandes écoles, elles, ça n'a pas changé. Les grandes écoles, il y en a 8. Ça fait 200 ans qu'il y en a 8. Pas 8 grandes écoles, pas 8 élèves. Hein. 8 grandes écoles. Et je pense que vous avez tous essayé de rentrer au moins dans l'une d'entre elles. Hein? Donc l'ENA, Polytechnique, les mines, Centrale, la
rue d'Ulm, c'est je sais plus, le NS. Bon, alors vous avez tous postulé à l'école des Chartes. Reproduction sociale, 75% des gens qui font ces écoles-là sont issus de familles ayant fait ces écoles-là. Et je me suis même gourée, c'est même pas 75%, c'est 85%. En 1950, il y avait un quart des élèves de ces écoles qui étaient issus des classes populaires. Plus de 25%. Actuellement, ils sont moins de 6% à être issus de ces classes populaires. C'est toute la beauté du système, vous savez. Pour fabriquer une élite, il faut... Enfin, voilà, c'est le gros débat avec Condorcet. Soit on monte tous ensemble, d'accord, et on accompagne ceux qui pourraient un peu traîner la jambe, et on arrive tous au même niveau. Voilà. Soit on crée une élite. Donc le modèle français a choisi de créer une élite. Pour créer une élite, c'est assez simple, il faut créer de l'échec. Il y a une très très bonne conférence, voilà, une collègue qui s'appelle Lola, qui fait une conférence sur le... Bon, je ne sais plus son titre, hein, Lola, sa conférence sur... Vas-y, dis-le plus fort, Lola. Quand on veut, on peut pour en finir avec la méritocratie. Voilà, la méritocratie. Quand on veut, on peut. Notre système, il repose là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, pour qu'il y ait un petit pourcentage qui décolle, qu'il y en ait plein qui soient en échec. C'est-à-dire qu'on les évacue très très tôt, quoi. Mais il ne faut pas trop que ça se voie quand même, parce que les gens, après, voilà, ils prennent des bâtons, ils cassent des machins. Donc il faut toujours laisser passer un petit peu. Voilà, c'est le truc, c'est le... Voilà. Et après, ces gens-là, tu les rends très visibles. Regardez ce jeune de banlieue qui a intégré l'ENA, regardez cette femme qui est grutière, regardez, voilà. Il en faut toujours un tout petit peu pour pouvoir tenir après le discours. Quand on veut, on peut. Notre système le permet. Moi, je me souviens d'une jeune fille qui en terminale, m'a dit, vous ne servez à rien. Bon, ben voilà, c'est fait. Moi, quand je me pose des questions sur l'orientation, j'écoute énergie. Oui, parce que le soir, de 21h à 23h, il y a un astrologue et il répond aux questions des jeunes. Alors, je me suis dit, un nouveau collègue, une nouvelle approche, plus il passe à la radio. Alors que moi, je suis obligée de faire des conférences gesticulées. Alors, à 20h, j'étais devant ma radio. J'ai écouté une fois. Hein. De fait, à l'époque, je ne sais pas s'il est encore là, il y a donc bien un astrologue qui répond aux questions des jeunes à 20h. La moitié des questions sont sur l'orientation et l'autre moitié sur le cul. J'ai beaucoup appris. Sur le cul. Au niveau orientation, c'est carrément dangereux. On est en plein dans ce système de méritocratie. Il y a une gamine qui téléphone, qui dit oui, mes profs, ils veulent que j'aille en bac pro, moi je voudrais être artiste. Donc elle ne sait pas encore trop dans quoi. Elle n'a pas commencé, elle ne chante pas, elle ne danse pas, elle ne jongle pas. Mais donc elle a 17 ans et demi, elle veut être artiste. Et là, l'astrologue lui dit, n'écoute pas tes profs. Fais ce dont tu as envie. Il est dangereux, le mec. Non, mais c'est lui qui va aller pointer à Pôle emploi à 17 ans et demi. C'est lui qui va s'enquiller les boulots de merde, les TUC, les CIS, les CVP, les machins, et les stages de Pôle emploi. Non, mais il s'écoute parler, cet adulte-là. Et ça marche auprès de nos gamins. Dites à un ado, fais ce que tu veux. C'est qu'à pas dire. Voilà, notre fonction d'adulte, c'est aussi de cadrer, quoi. Et alors, avec la petite bande son que j'ai dans la tête, moi, j'ai continué à chercher un peu des trucs. Et, je suis assez très, très fière parce que moi, je fais un métier qui est nommé dans des chansons. Voilà, si vous êtes infirmier ou
voyez des postes, a priori, vous n'êtes pas dans des chansons. Alors que moi, oui. Moi, je suis dans Luxor, j'adore, de Philippe Catherine. J'arrête. Encore où j'arrête. Voilà. Je suis aussi dans Suicide social d'Orelsan. Voilà. Je suis aussi dans la dernière chanson que vient de sortir Orelsan dans son dernier album. Je suis dans un rap très connu qui s'appelle Madame Oumouchka Pavoshko. Voilà, merci. Est-ce que tu peux donner le nom du rappeur? C'est Black M, qui a fait une chanson entière sur la conseillère d'orientation. Je suis aussi la jeune rappeuse qui a un turban, la jeune fille qui est très engagée à gauche, oui, Kenny Arcana. On a fait une super sur sa conseillère d'orientation et son CPE aussi. On est hyper présent dans l'imaginaire des jeunes, on est hyper là. Youssafa, par exemple, qui est un rappeur que moi j'aime bien, je vous le dis quand même parce que j'ai été particulièrement touchée. Viens, on ralentit, viens, on freine tout, viens, on dit à la conseillère d'orientation d'aller se faire foutre. C'est, comment vous dire, déjà là, quand on intervient dans une classe, on sent qu'on est attendu, quoi. On n'a pas peur du tout. Enfin, on n'est pas ridicule. Ça va, quoi. Hein, parce qu'ils les connaissent tous, les chansons. Hein, vous pouvez être sûr. Hein. Passer dans un couloir, il y en a deux qui chantent. Ah, moi, ça va, j'aime bien le rap. Moi, je me balade entre Chopin, Orelsan, Eminem, Barbara. Voilà. Bon, il y a des collègues pour qui c'est un peu plus compliqué, quand même. Alors, moi, je me suis dit, mais puisqu'il parle tant de nous, c'est qu'à un moment donné, on doit quand même être le catalyseur de quelque chose, d'un dysfonctionnement au moins. Ou, voilà. Et donc, si on est si important à un moment donné de leur vie, nous aussi, on n'arrête pas d'entendre si je bosse pas, c'est parce que j'ai été mal orientée. Et si je suis pas motivée, c'est parce que j'ai été mal orientée. Et si je trouve pas de boulot, c'est parce que j'ai été mal orientée. Putain, mais merde. Et pourquoi on nous supprime alors? Pourquoi on nous donne pas les moyens de bosser? Mon boulot, je vous rappelle, c'est de vous apprendre à devenir autonome. C'est de vous apprendre à réfléchir, à critiquer l'information, à faire des choix, à poser des valeurs, à identifier vos valeurs, à comprendre d'où vous venez, à reconstruire votre histoire familiale et professionnelle. Et c'est là que je me suis dit, ouais, t'as peut-être raison, Claire, ça intéresse peut-être pas le système dans lequel tu vis. Tu vois pas qu'il deviendrait autonome et qu'il se mettrait à réfléchir et à choisir. En fin de compte, non. Ce qui est vachement mieux, et le système va réussir à le faire, hein, c'est qu'il soit captif. Et captif plusieurs fois dans leur vie. Parce que moi, si j'arrive à bosser, une fois que vous saurez faire un choix, vous saurez le faire à 18, à 20, à 25, à 30, à 35. Parce qu'on aura tous des ruptures professionnelles. Tandis que là, ce qui est cool, c'est que comme on ne vous apprend rien, la prochaine fois que vous allez être face à cette difficulté-là, de nouveau, vous serez dépendant. Et de nouveau, vous serez précaire. Donc l'orientation est un système politique. Heureusement, je suis passée par Pôle emploi. Et c'est là que je cite Marx. C'est un peu un parcours obligé hein, dans la conférence gesticulée, c'est ou Bourdieu ou Marx. Donc comme je suis une modérée, j'ai choisi Marx. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Épigone, et dans Épigone, il consacre tout un chapitre qui a pour titre « Aliénation et désorientation vont de pair ». Le meilleur moyen d'aliéner quelqu'un, c'est de le perdre. Le perdre par rapport à ses racines, le perdre par rapport à ses valeurs, le perdre par rapport à sa compréhension du monde. Voilà. Je ne parlais pas forcément de l'orientation professionnelle, mais c'est... Alors, bien consciente que, comme Orelsan l'a si bien... J'aime bien citer Marx et juste après Orelsan. Je ne sais pas si vous voyez l'enchaînement. C'est
Comme Morelson l'a dit, donc mon livreur de pizza sait réparer les satellites grâce à ce foisonnement d'ingénieurs que nous avons. Je vais donc bosser à Pôle emploi comme conseillère. Et là, Pôle emploi, je découvre, Pôle emploi ou la mission locale, hein, je découvre un univers qui est en train de changer, puisque maintenant on est passé à le demandeur d'emploi high-tech. Hein. Alors vous, ça va sûrement être moins compliqué pour vous en zone urbaine, mais quand je joue en zone rurale, le terme high-tech, déjà... voilà, en zone rurale, on n'a pas tous un ordinateur. Hein, et des fois, on fait 25 km pour trouver un ordinateur. Vous pouvez venir avec vos téléphones portables. Moi, les copains qui viennent à la maison avec les téléphones portables, logiquement, au bout de 3/4 d'heure, ils sont comme ça. Putain, mais t'as pas de réseau? Ben non, j'ai pas de réseau. Ah, mais comment je vais faire? Voilà. Donc, il n'y a pas de réseau. Hein. Donc, il y a des demandeurs d'emploi, il y en a plein en zone rurale. Bon, l'idée, c'est que grosso modo, vous n'allez plus avoir de conseillers. C'est déjà le cas. Hein. Vous avez des conseillers virtuels que vous pouvez contacter par téléphone ou par Minitel. Conseillers qui vous envoient des comptes rendus d'entretien que vous auriez pu avoir. C'est faramineux, ça. Je veux dire, la première fois que j'ai vu ça, c'est compte rendu d'entretien que vous auriez pu avoir. Même l'entretien est virtuel. Madame, donc la ministre qui a eu le courage de casser sa carrière en prenant sur son dos la loi travail, alors que tout le monde sait hein, que ce n'est pas elle qui l'avait fait, mais je ne sais pas combien ils lui ont donné en contrepartie, elle a quand même donné 2,4 millions à 4 start-up. Bon, 4 start-up dont le boulot, la commande, c'était virer les conseillers. Il ne faut plus qu'il y ait de gens en face. Et trouver une autre interface. Donc maintenant, c'est une interface numérique. Pour le plaisir, quand même, donc 2,4 millions d'euros, c'est la moitié des conseillers missions locales de France. C'est 1 an de salaire de la moitié des conseillers missions locales de France. Alors, je vais quand même pouvoir utiliser, la prochaine fois que j'irai travailler pour Pôle emploi, un logiciel qui va s'appeler Monkey Tie. Je traduis la cravate du singe. Donc, vous allez, vous, demandeur d'emploi, venir voir un expert pour vous conseiller, et cet expert va vous parler de la cravate du singe. Donc, ce logiciel, ça vous permettra, un outil qui permettra d'orienter l'utilisateur, et non pas à l'utilisateur de s'orienter, hein, mais bien d'orienter l'utilisateur en fonction de sa personnalité et de ses compétences. Je pense que maintenant, c'est à peu près sûr, l'écran lit dans nos têtes. Sinon, il y en a un autre qui, à partir de l'utilisation que vous faites de votre ordinateur ou de votre tablette, repérera des intérêts et vous donnera des pistes, des indications sur les métiers que vous pourriez faire. Faites attention sur quel site vous allez. Voilà. Attention à vous. Non, mais c'est votre avenir professionnel que vous mettez en jeu, là. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez finir, mais... Et sinon, donc, mon parcours emploi, celui qui a été acheté par Pôle emploi, c'est très directement de l'adéquationniste, c'est-à-dire qu'on va prendre les statistiques du marché de l'emploi, les statistiques hypothétiques des embauches, et on vous dira, bah voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça ou ça. Ça va être un peu le taf, quoi. Les besoins de main-d'œuvre en Île-de-France pour les 10 prochaines années, c'est magasinier cariste et employé de maison. Voilà, je l'ai cherché pour vous. Dernier chiffre du BIT. Île-de-France, employé de maison et magasinier cariste. Quand je travaille pour une cellule de reclassement, je suis payée à l'insertion.
C'est-à-dire que j'ai un minimum qui me permet de faire les premiers accueils. Alors, il y a encore 10 ans, je pouvais vous accueillir en collectif. Et puis là, les régions se sont aperçues que quand on vous accueillait en collectif, il se passait des choses entre vous. Déjà, vous vous rendiez compte que vous n'étiez pas coupable d'être demandeur d'emploi et que vous n'étiez pas seul. Et puis, voire même que vous pouviez prendre la situation en main. Et qu'à réfléchir à plusieurs, on était plus intelligent que tout seul. Voire même, des fois, vous montiez des actions contre votre ancien employeur. Et parfois, vous montiez des actions pour recréer quelque chose. Donc ça a été interdit. Donc maintenant, moi, on me demande de vous recevoir en individuel. Pour bien que vous compreniez que c'est quand même vous le responsable et que vous êtes tout seul et que ça doit être un peu de votre faute. Hein, puisque le principe de l'hyper-personnalisation, de l'hyper-individualisation, c'est quand même ça. Mais je ne fais pas que ça de ma vie. Hein. Moi, je danse aussi. Et je danse. Alors, je danse beaucoup dans ma cuisine parce que je ne sais pas danser, mais j'aime beaucoup ça. Alors, je danse dans ma cuisine. J'ai pris des cours de salsa, de tango. J'aime beaucoup le tango, de danse de salon en général. En Ardèche, on danse du trad. C'est pas par choix, parce qu'il n'y a que ça. Moi, personnellement, j'adorerais qu'on m'emmène un jour sur une... C'est des trucs de musique où la musique elle est hyper forte, ça dure 48 heures, là. J'ai oublié le nom. Une rêve, ouais. J'adorerais connaître un truc comme ça. Mais, bon. Donc chez nous, après la soirée boudin, il y a un bal folk. Ne me rigolez pas. Voilà, il y a matinée boudin et bal folk après. On a aussi le dernier bal des célibataires, foire des célibataires qui existe en France. Ouais. Non mais ça fait pareil, je ne fais pas que rêver l'Ardèche. Et l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai pris des cours de Lindy Hop. Le Lindy Hop, c'est la danse qu'il y a juste après le Charleston et juste avant le rock'n'roll. C'est une danse qui était dansée par les Afro-Américains. C'est sur des cuivres, des big bangs, c'est très gai. C'est très cool aussi, voilà. Faut être un peu plus mou, quoi. Et je trouve qu'à partir de 50 ans, on fait bien le mou. On fait mieux le mou. Et pour votre prochain thé dansant, je pense qu'à Belleville, vous avez des apéritifs dînatoires ou des choses comme ça. Ça peut toujours vous servir. Je vais vous montrer un petit pas de danse. Tu me mets la 3. Alors, on va faire un carré avec nos pieds. Voilà. Le principal, c'est d'avoir l'air très détendu, de bien bouger les fesses, voilà, et de suivre le rythme. Ça passe très bien, quoi. Je peux plus exister, moi, ici. Je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi. Il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi. Je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, moi. Je peux plus habiter là, moi. Je sers plus à rien. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore. Je voudrais travailler encore. Quand je vous reçois dans mon bureau, vous êtes là. Vous en êtes là. Moi, on me paye pour la paix sociale. Vous, vous êtes plein de colère, plein de passion aussi pour ce métier que vous avez exercé pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans. Sur la table posée entre vous et moi, il y a vos mains. Vos mains d'infirmière, vos mains de maçon, vos mains de postière. Et vous me racontez. Vous me racontez la fierté du travail bien fait.
Vous me racontez la fierté du salaire, ramené à la maison. Vous me racontez les copains, du boulot, les collègues, la gamelle, les temps de lutte. On partage des chansons de lutte. Et moi, quand j'interviens pour une cellule de reclassement, je suis payée au placement. C'est-à-dire que je vais être payée si vous retrouvez un contrat de travail pour une durée égale ou supérieure à 6 mois. Tant qu'il n'y a pas ça, moi, je ne mange pas. Alors, je ne l'ai pas fait longtemps, ce boulot-là. Hein. Mais voilà, il y a des gens qui le font. Alors, c'est assez simple. Hein. Ça donne un conseiller qui veut bouffer, donc qui va utiliser toutes les données qu'il a sur la prospective et sur l'adéquationnisme, et qui va essayer de faire rentrer une personne sur un poste. Alors, chez moi, ça donne ça. Essentiellement pour les femmes, aide à domicile. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Et pour les hommes, entretien parc et jardin avec un statut d'auto-entrepreneur. Il va être super beau, mon territoire. Hein. Vous l'imaginez ? Un vieux, un lilas, un vieux, un bégonia, un vieux, un glaïeul. Non mais, le gros problème de l'adéquationnisme, c'est ça. C'est que s'il y en a un qui nous lâche tout d'un coup que demain, on va avoir besoin de pilotes d'avion, on va se mettre à former des tonnes et des tonnes de pilotes d'avion. Et alors, on fera quoi, ces pilotes d'avion ? On leur fera conduire des avions. On aura des avions partout. L'adéquationnisme, attention, c'est quelque chose aussi qui va transformer notre territoire. Parce que si on croit à l'adéquationnisme, c'est-à-dire à cette idée qu'il faut se former sur des métiers qui ont un emploi potentiellement à nous offrir, ça veut dire qu'on n'inventera jamais d'autres choses. Et ça veut dire qu'il sera très très facile de nous guider sur la construction d'un type de monde aussi, quoi. Comme ça s'est passé aussi avec les ingénieurs. Je voudrais vous dire 2 mots sur la formation pour adultes. Donc, ça avait grosse réforme en 2014. Alors, bon, chez moi, j'étais toute seule sur ma terrasse à faire des manifs. Bon, en même temps, il n'y a que 2 syndicats qui ont appelé à manifester, la CGT et la CGPME pour les employeurs. Tous les autres se sont couchés. L'Union patronale des artisans s'est couchée, puisque le MEDEF lui a dit « tu ne bouges pas, et en contrepartie, toi, tu auras à moins payer ». Ils ont carrément vendu leur vote, on peut le dire ça comme ça, les artisans. Et une réforme qui a été faite pour les grandes entreprises. Donc, bien sûr, vous avez tous créé votre compte CPF. Combien il y en a qui ont créé leur compte CPF ? Bien vu. Donc, c'est plus la peine, ça va changer. Voilà, vous ne l'avez pas utilisé. À partir de là, dans 6 mois, c'est terminé, parce qu'ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Avec des collègues, on se disait, mais ils nous auraient demandé à nous, on leur aurait dit que ça ne pouvait pas marcher. Le CPF, vous engrangez, je crois que c'est 15 heures par an, ou 12 heures par an, pendant 7 ans. Et vous arrivez à 150 heures, et là, ça plafonne à 150 heures. Ces 150 heures que vous pouvez utiliser, c'est que l'entreprise peut utiliser comme elle veut. Ça vous a été vendu comme vous pouvez l'utiliser. Mais il n'y a aucune obligation de la part de l'entreprise. Alors, c'est un droit qui n'est pas collé à un devoir. Ceux qui font un petit peu de pédagogie avec les jeunes savent que c'est important qu'à chaque devoir, il y ait des droits. Enfin, sur droit, il y a des devoirs. Donc, le CPF, c'est donc des heures que vous avez, vous, financées à partir de votre salaire, que nous avons financées à partir de nos salaires, et que vous pouvez utiliser pour une formation qui est présélectionnée par un logiciel, le compte CPF. C'est-à-dire que moi, si j'ouvre ma page CPF, je n'aurai pas la même offre de formation que toi, que toi, que toi. D'accord ? Puisque l'offre de formation que vous voyez apparaître, elle dépend de votre territoire géographique, de votre cursus précédent et de l'activité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Par exemple, moi, si je sais pas, je voudrais être coiffeuse, ça serait vraiment pas de bol pour les gens, mais je voudrais être coiffeuse
Eh bien, je ne peux pas. Le coiffeur, par exemple, est un des métiers qui n'apparaît pas dans ma liste de formations possibles. Comme n'apparaît pas non plus bûcheron. Comme n'apparaît pas non plus météorologue. D'accord ? Donc, on est bien sur de l'adéquationnisme. C'est-à-dire que l'information qu'on vous propose, elle est déjà hyper filtrée. Voilà. Hein, c'est pas libre. Et alors, deuxième petit couac aussi sur ce truc-là. Donc ça concernait vraiment l'orientation. Enfin, ce qu'ils appellent de l'orientation, quoi. Deuxième petit couac, vous avez 150 heures tous les 7 ans. Mais avec le CPF, vous ne pouvez faire que des formations qualifiantes ou certifiantes. S'il y a des profs dans la salle, un bac pro, c'est 1200. Ouais, mais en nombre d'heures, c'est 1200 heures. Voilà. Un CAP charpente, c'est 800 heures. Quand j'ai travaillé avec un salarié de la SCOP là, qui a fait une licence pro gestion PME PMI, c'est 1600 heures. Une année. Hein. L'année de licence pro, c'est 1600 heures. Quoi. Alors, regardez bien. Vous avez 150 heures tous les 7 ans. Prenez des papiers et des crayons. Au bout de combien d'années aurez-vous validé la licence pro de 1700 heures? Alors, il faut encore que, vous ayez tenu bon quand même, hein, faut dire que vous occupiez toujours le même poste dans la même entreprise, puisque si vous changez d'entreprise, vous n'avez plus le droit à la même type de formation. Il faut aussi que la formation existe toujours et que son programme n'ait pas changé. Et en 12 ans, je peux vous assurer que ça change, quoi. Donc l'idée, là, c'est bien de revenir sur les blocs de compétences, c'est-à-dire de casser le diplôme. Hein, on est en plein dedans. Et c'est la prochaine loi qui se prépare, ça va être très clairement ça. On casse le diplôme et on a des blocs de compétences. Le prochain outil de formation qui devrait arriver mettra en avant les formations modulaires flexibles. On ne dira plus « t'as fait quoi comme étude ?» J'ai fait une formation modulaire flexible de boulanger. Ça veut dire que vous aurez un petit bout de la compétence de boulanger. Par exemple, c'est remuer la farine. Que vous pourrez faire en MOOC. Puisque maintenant, allez voir les MOOC. Il y a donc un MOOC pâtissier et un MOOC cuisinier qui viennent de sortir. Tout à distance. Même pas besoin d'investir dans une casserole. Hein. Non, non. J'ai une souris, un clic. CAP pâtissier. Les MOOC, c'est des moyens de... Tous les MOOC qu'on vous vend comme gratuits, ils se font du fric. Le nombre de gens qui s'inscrivent et qui ne vont pas suivre la formation, déjà, et puis le prix qu'ils vendent vos données, quoi. C'est assez faramineux, y compris l'enseignement privé, hein, puisqu'il y a un service de MOOC de la fac qui s'appelle Sun, je ne sais plus comment il s'appelle. Fun, hein, c'est ça, Fun. Donc, enseignement public gratuit, je peux vous assurer qu'ils sont à plus de 40 000 € mensuels de ressources. Lisez le dossier des Échos sur le financement des MOOC. Voilà. Alors, si c'est de l'argent qui sert après à remettre des profs à la fac, c'est super. J'ai bien peur que non, quoi. Voilà, donc ce système-là, il ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme les élèves de collège, si tu veux. Au bout d'un moment, je crois que nous nous rendons tous compte qu'on se moque de nous, quoi. Et donc, personne n'a fait fonctionner son CPF. C'est logique. Donc, ils vont le rechanger là. En cassant encore plus la notion de métier. Parallèlement à ça, vous avez entendu parler de la réforme du bac. Donc, le bac n'existera plus. Et là, on est sur le... Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Contrôle continu. Ça veut dire que vous n'aurez pas la même valeur de bac si vous le faites à Henri IV ou à Marie Curie chez nous. Contrôle continu et puis abandon de l'examen terminal. Et dans la foulée, abandon du titre. Donc après, vous irez essayer de vous vendre aux universités qui voudront bien vous accueillir en fonction du lieu de lycée d'où vous venez, quoi. Ça va aller très, très vite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient dans la rue cet après-midi, entre autres.
Ça va aller très très vite. Et le stade d'après, c'est disparition des profs. Puisque ça a déjà commencé, ça, à l'université. Vous savez qu'en médecine, en première année, ils n'ont plus de profs. Hein, c'est des DVD. Donc, il y a plusieurs filières. Ça fait 5-6 ans qu'ils essayent dans plusieurs endroits, comme ça, quelques écoles, voilà, des orthophonistes aussi. Et ça va arriver très très vite ça va être généralisé dans l'enseignement. A priori, ça va mettre 20 ans, quoi. Mais on va lutter. Et pour lutter, je vais vous offrir une chanson. Pour vous remercier de votre accueil. La 4. Vous allez sentir vos orteils bouger. Vous allez sentir vos mains claquer. Allez, la musique, c'est du mouvement. Si on se met debout maintenant, putain, les auras! Qui sont à l'initiative de cette application. Le directeur du centre social qui nous accueille. Merci à tous, j'ai été plus long que prévu, mais vous m'avez bien porté. Moi, je vous attends. Moi, je voudrais que vous montiez vos confs. Je veux entendre ce que c'est que les 3 enfants touchant le RSA. Je veux savoir ce que c'est que de vivre avec des maisons, avec des tiroirs, comme disent mes enfants. Les Parisiens vivent dans des maisons en tiroirs. C'est les étages. C'est le truc avec les étages. Elle me disait, parce qu'ils sont grands maintenant. Je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est que l'accès à la culture quand on est en ville. Parce que moi, je ne peux même pas vous parler d'accès à la culture. Parce que le problème, c'est pas d'y accéder. Le problème, c'est de faire exister la culture. Chose que l'agriculteur. Je voudrais que vous me parliez de ce que c'est que d'essayer de changer le monde quand on est urbain. Est-ce qu'on est... Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est plus facile, moins facile? Est-ce que vous êtes parisien? Est-ce que vous êtes provinciaux habitant à Paris? Voilà. Donc moi, j'attends vos confs avec impatience et envie. Merci. Dernier mot, en fait, on avait prévu un question-réponse.